Bonjour à tous, bienvenue dans ces 10 minutes ensemble de décryptage du contexte macroéconomique et de ses incidences sur les allocations de portefeuille. Je suis aujourd'hui avec Nuno Teixeira. Nuno, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes directeur de la gestion Cross Asset chez Natixis IM Solutions. Donc nous sommes aujourd'hui dans un début de normalisation de la politique des banques centrales, mais la Banque centrale américaine, la Fed, a, il semble-t-il, cette semaine accéléré sa position. Et c'est ce que nous allons décrypter dans cette première partie. Donc, krach obligataire, c'est ce que l'on a entendu cette semaine suite à l'intervention de Lael Brainard, qui est l'une des gouverneurs de la Réserve fédérale, oui, sur une accélération de la normalisation de sa politique. Est-ce que cela va si mal du côté des taux, Nuno? Ça ne va pas très fort. Tout simplement parce que les banques centrales et notamment la Réserve fédérale avaient pris du retard finalement dans la normalisation de sa politique monétaire. On avait le Covid, après on a eu les inquiétudes un peu sur l'Ukraine. Finalement, au cours des derniers mois, elle a nettement durci le ton, voyant que finalement les tensions inflationnistes n'étaient pas aussi temporaires que ce qu'on avait espéré. Au contraire, elles vont peut-être se... Oui, parce qu'on est aujourd'hui à des niveaux de taux d'inflation très élevés. Oui, voilà, tout à fait. Alors, sur les matières premières, on va peut-être avoir un petit répit. Mais le problème aux États-Unis, c'est que 2/3 de l'inflation ne viennent pas des éléments volatiles comme l'énergie ou les prix agricoles. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une pression de la demande interne, tout simplement parce qu'on est en plein emploi. Il y a même aujourd'hui 11 millions de postes non pourvus aux États-Unis. C'est dire les tensions sur le marché du travail. On commence à voir les salaires accélérer. Donc la Réserve fédérale, qui a commencé à relever ses taux depuis quelques semaines, va continuer. Et on attend pour le mois de mai un premier relèvement de 50 points de base. Mais ce qui a un petit peu tendu les marchés récemment, c'est l'annonce d'un début de réduction du bilan de la Réserve fédérale, puisque les banques centrales ont inondé les marchés de liquidités, notamment depuis le Covid. Et là, elles sont en train de la retirer en ne renouvelant pas les achats d'obligations qui tombent à échéance. Donc il y a deux façons en fait pour la Banque centrale d'intervenir. D'une part, sur les taux directeurs, en les relevant comme ils l'ont annoncé oui, tout au long de cette année, mais également en arrêtant d'acheter sur le marché. En arrêtant, et ce qui veut dire une réduction du bilan, puisqu'il y a beaucoup de papier court dans le bilan de la Banque centrale américaine. Alors qu'est-ce que vous appelez papier court? Des obligations à 2 ans, 1 an, donc finalement elles arrivent à échéance assez rapidement. On n'en rachète pas lorsqu'on est remboursé, donc le bilan se contracte. Et du coup, est-ce que par rapport à la courbe des taux, est-ce que ça a aussi des incidences par rapport aux taux courts et aux taux longs? Quelles sont les perspectives que l'on voit poindre aujourd'hui concernant ces taux? Est-ce que ça a été aussi l'une des raisons du choc? Oui, alors les taux montent sur l'ensemble de la courbe, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais ils montent plus vite sur la partie courte, puisque c'est cette partie-là qui va être directement impactée par le relèvement des taux directeurs. Donc là, on anticipe finalement dans les taux à 1 an, 2 ans, ce qui va se passer au niveau des taux directeurs. Et du coup, on est déjà sur des niveaux à peu près équivalents aux 10 ans aux États-Unis. Ce n'est pas encore le cas en Europe où il y a quand même une pente positive, hein, donc les échéances plus longues offrent un rendement supplémentaire par rapport aux 2 ans. Mais aux États-Unis, on est presque dans une courbe des taux dite inversée, c'est-à-dire où les échéances plus longues rapportent moins que les échéances plus courtes. Et est-ce que ça, ce n'est pas non plus synonyme de récession? On a évoqué plusieurs fois dans le cadre de Décrypte Hebdo justement la crainte d'une récession, et c'est l'un des enjeux d'ailleurs des banques centrales, lié à ne pas intervenir trop rapidement pour ne pas rentrer dans ce contexte-là. Oui, alors il y a deux choses. L'une, c'est que d'abord, les anticipations inflationnistes sont très différentes si on regarde à 1 an ou si on regarde à 5 ans ou à 10 ans. Donc, le marché n'anticipe pas que cette inflation élevée d'aujourd'hui va perdurer pendant des années. Et donc, c'est logique que cette prime de terme, finalement, qu'on a dans les obligations à long terme, ne s'envole pas trop. Puisque à un moment donné, eh bien, l'économie va ralentir avec ces hausses de taux directeurs. L'inflation va aussi se modérer pour tout un tas d'autres raisons, internes et externes, puisqu'on pense quand même que le prix des matières premières va aussi, d'une certaine manière, progressivement se normaliser. Cette année, par exemple,
exemple, pour la fin de l'année, les marchés anticipent à peu près 5% d'inflation. Donc c'est déjà moins que les 7,9 qu'on a aujourd'hui sur un an glissant. Ça veut dire qu'on va plutôt se modérer normalement d'ici à la fin de l'année et au-delà, évidemment. Donc l'autre chose, c'est que si jamais les banques centrales durcissent trop vite leur politique monétaire, elles peuvent effectivement, potentiellement, précipiter les économies en récession. Ce n'est pas notre scénario central, clairement, mais la probabilité augmente parce que, par exemple, aux États-Unis, les prêts immobiliers sont plutôt indexés sur les taux à court terme. Donc aujourd'hui, les ménages américains empruntent à 5%. Ça renchérit pour ceux qui veulent emprunter des nouveaux acquéreurs, mais aussi pour ceux qui ont des prêts aujourd'hui, puisqu'ils ont un pouvoir d'achat qui est en partie amputé par la hausse des taux. Alors ça, c'est pour les États-Unis, mais par contre, en Europe, on n'est pas tout à fait dans le même scénario. D'une part, parce que les composantes de l'inflation, on l'a vu la semaine dernière, ne sont pas tout à fait les mêmes. Oui. Mais néanmoins, alors je dirais, quelle est la politique de la Banque centrale européenne aujourd'hui? Parce qu'on a quand même de l'inflation en Europe. Oui, on a de l'inflation, on est à 7,5, donc on est presque au niveau des États-Unis. On est en dessous en France, pour différentes raisons, mais on est quand même dans un niveau qui est effectivement inquiétant s'il devait perdurer. Alors ce qui change peut-être un peu en Europe, c'est que les salaires ne suivent pas comme aux États-Unis, puisque le marché de l'emploi est moins tendu. En zone euro en tout cas. Mais on a aussi une autre raison, c'est qu'effectivement 2/3 de l'inflation vient des composantes volatiles. Or ça ne sert à rien de relever les taux, ça ne fera pas baisser les prix du pétrole ni du gaz. Donc finalement on peut agir que sur le tiers qui est la composante interne, et je pense que la BCE ne veut pas aller trop vite, trop loin pour casser une croissance qui peut déjà être amputée finalement par ces pertes de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, sur un an, on a à peu près 3% du pouvoir d'achat qui a été réduit par la seule facture énergétique. Donc c'est quand même déjà assez important, et sans parler des autres produits qui voient leur prix augmenter dans une moindre mesure aussi. Très bien, merci. Donc nous allons, vu ce contexte, regarder quelles sont les conséquences sur les allocations de portefeuille. Donc on l'a vu, les dernières décisions ont créé un choc sur les obligations. On l'a souligné également plusieurs fois, la classe d'actifs obligataires n'est pas forcément une classe sans risque. Aujourd'hui, quel est votre positionnement sur vos portefeuilles ? Alors, pour donner des ordres de grandeur, parce que c'est important qu'on en ait, aujourd'hui, un portefeuille obligataire de toute maturité, avec du long, du court, etc., sur la zone euro, il perd 6,5% à peu près depuis le début de l'année. Évidemment, si on a moins de sensibilité au taux d'intérêt, si on va sur des échéances plus courtes, on perd moins, mais de toute façon, on est en négatif. Ce qui veut dire que les obligations ne jouent pas leur rôle normal d'amortisseur dans des phases d'aversion au risque comme celle qu'on connaît quand même depuis ce trimestre. Alors c'est pas choquant, on a une baisse sur les actions en dollars autour de 5% et en euros, grâce à la hausse du dollar, on s'est réduit à 2,5%. Mais le marché de la zone euro, lui, il est autour de moins 10%. Donc nous, on a subi de plein fouet, évidemment, les conséquences de la crise ukrainienne et de notre dépendance à l'énergie russe qui fait que les prix s'envolent, notamment pour le gaz. Donc on est forcément un peu plus vulnérable. Le marché européen, en revanche, se paye moins cher. Il est à peu près dans sa moyenne de décote par rapport à l'indice mondial. Il y a toujours une décote sur les actions européennes parce que ce n'est pas un ensemble homogène, il y a moins d'investisseurs de très long terme, etc. Le marché américain, lui, se paye avec sa prime habituelle par rapport au marché mondial. Et donc, on peut dire que les marchés européens et encore plus les marchés émergents sont plutôt décotés. Nous, on préfère rester plutôt sur les pays développés quand même parce qu'aujourd'hui, l'inflation touche aussi les pays émergents et ils vont subir finalement la politique américaine de la Fed. S'il y a relèvement des taux au niveau des États-Unis, ils vont devoir suivre plus ou moins, que ce soit le Brésil ou d'autres pays. Et puis la Chine est dans une phase un peu compliquée. Oui, on l'a vu qui se referme justement compte tenu de la Covid. Par contre, si vous dites qu'elles sont sous-cotées, est-ce que ce n'est pas le moment de réinvestir ou est-ce que vous êtes toujours en attente, comme on l'a souligné, d'un contexte plus apaisé ? C'est un peu ça. En fait, on est neutre aujourd'hui sur les actions, neutre, légèrement surpondéré.
on n'a pas envie de lâcher les actions si tôt dans le cycle parce que, encore une fois, nous n'attendons pas de récession à horizon 12 mois. Et les actions peuvent tenir une phase de hausse des taux avec des performances positives. C'est ce qu'on a vu habituellement. Alors, peut-être un peu moins que dans des phases de baisse des taux, mais tant qu'on n'est pas, encore une fois, à l'orée de la récession, ce n'est pas forcément le moment de sortir tout de suite. Et les actions, finalement, les entreprises, quand il y a un peu d'inflation, eh bien, elles ont à la fois la croissance de leur chiffre d'affaires, et on est encore dans des pays en croissance, puisqu'on est encore en reprise économique. Donc c'est le temps, alors justement... Plus un petit peu d'inflation, si elles peuvent la passer dans les prix des produits vendus. Si voilà. elles peuvent le faire. Et pour l'instant, ça a l'air encore d'être à peu près le cas. Donc du coup, finalement, pour les chiffres d'affaires, ce n'est pas si mauvais à court terme. Ça le sera si, à un moment donné, vraiment, le pouvoir d'achat est très fortement amputé, s'il n'y a pas de... Donc là, on est plutôt sur des valeurs de croissance ou des valeurs value. C'est l'un des débats sur la gestion. Alors, les valeurs de croissance se payent traditionnellement plus cher parce que les investisseurs sont prêts à payer une croissance régulière avec des multiples beaucoup plus élevés que des valeurs beaucoup plus cycliques. Donc jusqu'à l'année dernière, finalement, on avait une décote énorme des valeurs dites value, des secteurs plus traditionnels, l'énergie, les valeurs bancaires, etc. Et là, on est en train de rattraper, déjà ça avait commencé l'année dernière, mais depuis le début de l'année, on a un écart de 10-11 points entre les indices value et les indices grosses, parce que quand vous regardez à très long terme pour valoriser une valeur de croissance, vous dites, bon, je vais projeter cette croissance à très long terme et puis je vais l'actualiser à un certain taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt monte et plus la valeur actuelle de ces flux de bénéfices, de cash flow futur va baisser. Donc du coup, ces valeurs sont un petit peu pénalisées. Donc ce qui tient le segment value, c'est l'énergie, évidemment, tout ce qui touche aux matières premières. Et puis, quand même, les valeurs bancaires qui sont plutôt bénéficiaires des périodes de hausse des taux. Même si on a vu, ils ont un peu pâti souffert du conflit, mais là, elles reviennent vraiment en tant que valeur. Elles ont un peu souffert parce qu'on s'inquiétait à la fois de leur exposition directe. Certaines sont présentes avec des réseaux d'agences sur le territoire russe et d'autres avaient des expositions sous forme de prêts à l'économie russe et donc on s'inquiétait un petit peu de leur exposition et tant qu'on n'y voit pas très clair, on préfère vendre. Mais là, effectivement, ça a tendance à revenir un petit peu et il nous semble que c'est quand même un secteur qui devrait continuer à profiter à la fois de la croissance économique qui reste quand même soutenue. Quand on regarde les indicateurs que les gérants regardent d'habitude, ce qu'on appelle les indicateurs avancés, notamment les indices des directeurs d'achat, sur le mois de mars, ils ont un petit peu baissé, mais ils restent dans une tonalité très positive. Une dynamique. Donc, pour l'instant, on a quand même un chômage dans les pays de la zone euro qui est très bas par rapport à l'historique. Donc, il y a quand même du pouvoir d'achat qui peut venir compenser, sans parler de la fameuse épargne, le stock d'épargne qui avait été accumulé pendant la phase du Covid, même s'il faut un petit peu se méfier parce que finalement, il a été accumulé parce que les gens avaient un peu peur de l'avenir. S'ils ont d'autres sources d'angoisse, ils ne vont peut-être pas vouloir toucher à cette épargne de précaution. Donc voilà. Mais on est encore dans un scénario qui reste relativement favorable aux actions, qui ont quand même corrigé, 10%, ce n'est pas complètement ridicule. L'année dernière, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que les actions avaient beaucoup progressé, de plus de 20% en Europe, mais les bénéfices des sociétés avaient progressé de 50%. Donc en fait, les valorisations avaient baissé. Le PER, par rapport aux bénéfices attendus par les sociétés. Merci Nuno, nous allons terminer sur cette note encourageante et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Décrypte Hebdo.